Ça tourne là, je peux commencer? PAT 15h35, on avait dit 10h. Hein. Ok, bon bah super. Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo un peu plus posée que d'habitude. Vous avez bien aimé la dernière que j'ai faite comme ça sur le manifeste, donc je vais essayer de reprendre le format. Cette semaine, on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant et qui a fait l'objet d'un tunnel ces derniers temps, c'est le Blitzkrieg. La première fois que j'ai entendu une comparaison entre cette stratégie militaire et la croissance des startups de manière générale, c'est dans un bouquin que j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer, mais il se trouve que je l'ai écouté en audiobook. Ça s'appelle Blitzscaling et ça a été écrit par Reid Hoffman et Chris Ye. Reid Hoffman, c'est l'un des cofondateurs de LinkedIn. Donc ça fait 2 ans maintenant que j'ai consommé ce bouquin. Et c'est la première fois que j'entendais parler du mindset qui était derrière les croissances incroyables qu'on voit dans les startups de la Silicon Valley. Bon, vous pourrez aller vous procurer le bouquin si vous voulez. Dans cette vidéo, je vais en résumer pas mal des principes. L'idée générale, c'est que dans des situations startup, la vitesse prime parfois sur l'efficacité. On a aussi tendance à croire que ce phénomène, il est né en même temps que les startups, et principalement avec Internet. Mais comme la plupart des idées qui fonctionnent, ça n'est qu'un spin-off d'une idée qui existe depuis des années pour le coup. Et j'ai trouvé ça frappant pour la première fois quand j'ai lu ce bouquin qui s'affiche sous vos yeux, mais bon, celui-là pour le coup je l'ai pas écouté, je l'ai lu. Il s'appelle Certain to Win, et il explique comment est-ce que certaines stratégies militaires ont été réemployées par des boîtes qui ont fini par dominer leur secteur, comme par exemple Intel et Toyota. Notamment une en particulier, on arrive gentiment jusqu'au sujet de la vidéo, c'est le fameux Blitzkrieg. Ça veut dire la guerre éclair, et dans les grandes lignes, on aura l'occasion évidemment de creuser ça un petit peu plus dans la suite de la vidéo, ça veut dire privilégier l'avancée rapide des troupes en concentrant les forces sur le point faible de l'adversaire. Ça a souvent pour conséquence de créer un mouvement de panique chez un adversaire qui se croyait trop confiant. Bon, en tant que bon français, normalement vous connaissez un peu notre histoire. Vous savez que l'un des cas les plus flagrants de réussite du Blitzkrieg, ça a été l'invasion des Allemands, quand ils sont passés par les Ardennes avec des tanks et qu'ils ont mis seulement 6 semaines pour prendre le contrôle de Paris. Donc c'est un sujet pour lequel je me suis épris de curiosité. J'ai fait mes petites recherches et je me suis rendu compte que la théorie derrière le Blitzkrieg était beaucoup plus profonde qu'il n'y paraissait. Et même qu'il y avait des principes que j'avais appliqués dans ma boîte Kodak sans m'en rendre compte. C'est peut-être le moment de dire qui je suis si jamais tu me découvres via cette vidéo. Je m'appelle Théo et je suis le fondateur d'un groupe d'agences qui s'appelle Kodak. Ma quête principale, c'est de lui faire atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au dernier bilan 2023, on s'est arrêté à 4. Et la théorie principale derrière toutes mes vidéos, c'est que si je ne suis pas encore arrivé à cette borne à 8 chiffres, c'est que je ne suis pas encore devenu un entrepreneur assez performant pour le mériter. Et donc sur cette chaîne, je me sers de mes expériences, lectures et rencontres diverses pour vous partager des principes de croissance les plus intemporels possibles. Vous remarquerez que j'aime bien les diguer des trucs dans des domaines un peu surprenants. Et ensuite, j'essaie de vous en faire des vidéos les plus propres possibles. Mais revenons sur le Blitzkrieg. En fait, la théorie derrière ces stratégies militaires, c'est bourré de principes de conquête quand un petit adversaire essaie de combattre un adversaire plus grand qu'elle. Cette vidéo, ça va pas être un résumé du bouquin Blitzscaling, parce qu'il contient selon moi un écueil. C'est qu'il s'adresse un peu trop spécifiquement aux startups. Donc il y a beaucoup de stratégies qui sont mentionnées dans le bouquin qui ne peuvent pas être appliquées pour une boîte qui n'a pas levé de fonds. En fait, en lisant, je me suis rendu compte qu'en tweakant certaines des stratégies, donc en revenant au principe fondateur derrière, donc la stratégie militaire, le Blitzkrieg derrière le Blitzscaling, on pouvait réadapter les idées pour qu'elles soient applicables de façon plus générale. Et donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans ces 11 principes. Prenez-vous un petit thé parce que j'ai prévu de prendre mon temps. Bon, voilà, la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo auront moins de moyens que le géant de leur secteur. Mais en changeant les règles du jeu, vous allez pouvoir amener la bataille sur un terrain qui vous arrange plus et transformer la force de l'adversaire en une faiblesse. Évidemment, dans les conflits armés, il y a toujours 2 adversaires. Si vous montez une boîte, vous n'avez pas toujours un adversaire direct. Mais les principes que je vais vous donner, c'est surtout pour aller vite, que vous ayez quelqu'un en face de vous ou pas. Donc le postulat, ça va être de dire que ces grands groupes, ces gros acteurs sur votre marché, ils sont très forts, ils prennent de très bonnes décisions et ils ont des gros moyens. Mais ça se paye au prix d'une seule chose, c'est la lenteur. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'est un truc que les Allemands avaient parfaitement identifié dans l'armée française. The main point is to find this weak point in the Allied line and apply as maximum mechanized pressure you can to that and break through into the rear areas. You need to be able to act flexibly, quickly and change the axis of your attack extremely quickly. So German junior commanders could make very big decisions. Perhaps they'd been told to attack down a particular axis towards a hill or something and they could see that that was really well defended. They had the opportunity to say, not going in that direction, we're going to get bogged down. Over there, to our right flank, that seems to be much less well defended. We're turning right, we're going that direction, we'll break through much quicker. I mean, these are decisions that are made in minutes, whereas French command decisions would take days. La caractéristique d'une entreprise qui a réussi, et pas forcément d'un grand groupe, c'est qu'elle n'a pas juste quelque chose à gagner, elle a aussi quelque chose à perdre à prendre une mauvaise décision. L'intérêt du nouvel entrant sur le marché, c'est qu'il a beaucoup moins à perdre. Donc forcément, quand tu as quelque chose à perdre, tu dois faire plus attention, parce que chez une startup, le scénario négatif, c'est un 0 qui reste un 0. Dans une grosse boîte, le scénario négatif, ça fait perdre beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a des comités, des échelles de management, des décisions à plusieurs étages. C'est pas pour prendre les meilleures décisions possibles, c'est pour éviter au maximum le fait de faire des erreurs, ce qui force à la lenteur. C'est la même chose avec le système législatif français, c'est pour ça qu'il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, et que la démocratie est protégée par précisément la lenteur qu'elle met en place pour prendre une décision, ce qui empêcherait un grand voyou de prendre le pouvoir. Ça, il y a des entreprises qui l'ont très vite compris. La devise de Facebook, par exemple, pendant longtemps, ça a été Move Fast, Break Things. C'était aussi accompagné par des actions, et donc dans la culture de boîte de Facebook,
On imposait par exemple aux nouvelles recrues de mettre en production une fonctionnalité dès leur premier jour d'arrivée. Aujourd'hui, la devise est un petit peu différente et on en parlera dans l'un des derniers principes sur qu'est-ce qu'on fait après le blitzkrieg, quand ça va fonctionner. Donc en gros, la vitesse, c'est un outil quand il y a une asymétrie de force. Et pour le coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le cas, parce que si vous vous souvenez bien, le traité de Versailles limitait la taille de l'armée allemande à 100 000 hommes. Donc finalement, le blitzkrieg est plutôt arrivé par nécessité. Ce qui a surpris les Français, c'est que les Allemands ont réussi à passer par les Ardennes et donc à contourner la ligne Maginot, ce qui a coupé l'armée française en deux et qui a créé la fameuse poche de Dunkerque, qui a fait l'objet d'un film, qui est l'une des plus grandes déroutes militaires de l'histoire. Le génie des Allemands, ça n'a pas juste été de traverser les Ardennes, ça a été d'aller très vite après pour pas laisser le temps aux Français de mobiliser des renforts, précisément parce que les décisions françaises étaient si longues. Donc on exploite une asymétrie de vitesse dans la prise de décision. Avec le recul, c'est quelque chose qui nous a certainement beaucoup aidé avec Kudak. On partage beaucoup de contenu sur YouTube et sur LinkedIn, il n'y a pas beaucoup de réflexion avant de sortir quelque chose. C'est moi tout seul, il n'y a pas de comité de validation, c'est moi qui écris, c'est moi qui... Enfin bref, ça va vite. Maintenant, je vous laisse imaginer comment est évaluée la décision de lancer une chaîne YouTube chez une grande entreprise. Ça doit passer par 40 comités, il y a une phase de script, de review, il y a de fortes chances que le résultat à la fin soit pas dingue. Ça fait que quand bien même ils auraient identifié l'opportunité de se positionner sur YouTube, et bien quelqu'un qui va plus vite qu'eux va mieux le faire. Même s'ils ont les meilleures caméras, les meilleurs moyens, les meilleurs créatifs, etc., quelqu'un qui va plus vite qu'eux va quand même les battre, parce que c'est quand même un game de régularité et de quantité. Il y a toujours une façon selon votre industrie de répéter ce genre de logique. Paul Graham est très connu pour une formule qui est totalement dans l'esprit Blitzkrieg, c'est do things that don't scale. Donc vous allez mettre quelque chose en place dont vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas l'amener à l'échelle en l'état, mais ça va vous permettre de sortir quelque chose vite. Donc disons que vous voulez lancer demain Netflix. Au lieu de développer un algorithme de recommandation parfaitement pertinent, vous allez prendre individuellement chaque utilisateur qui vient vous voir et leur recommander un film à la main. Ce qui permettrait de valider des hypothèses et de pas tomber dans le piège dans lequel aurait pu tomber peut-être un grand groupe qui est de passer des mois ou des années à développer un algo sans même savoir si ça répond à un vrai besoin de l'utilisateur. Et donc prioriser l'idée de vitesse, ça a permis dans l'histoire militaire d'avoir plein de conflits qui ont été gagnés par des forces et qui étaient plus faibles que leurs adversaires. Il y a beaucoup d'exemples comme la guerre du Vietnam, l'Afghanistan, où ce ne sont pas des conflits armés contre armés, où l'asymétrie de soldats est énorme, mais comme ce sont des conflits qu'on appelle plutôt guérilla, l'ennemi est très dur à saisir. Il n'est pas rassemblé à un endroit et dans un théâtre de bataille où on peut le combattre. Souvent, le plus petit acteur dans une confrontation va bénéficier le plus du chaos. C'est ce que Nassim Taleb appelle l'antifragilité, donc il catégorise les objets en 3 catégories. Les objets fragiles, donc qui lorsqu'ils sont soumis à un stress se brisent, par exemple un verre. Les objets solides, eux lorsqu'ils sont soumis à un stress ils résistent. Et les objets antifragiles, donc c'est ceux qui, plus ils sont soumis à un stress, plus ils vont devenir forts. En gros, ça veut dire que vous bénéficiez du chaos. C'est par exemple un muscle qui, lorsqu'on l'entraîne, bénéficie du stress qu'on va mettre dessus, donc il va grossir pour être prêt pour le prochain effort. Le chaos, ça doit être l'environnement préféré des entrepreneurs. La notion de MVP, donc Minimum Viable Product, maintenant c'est quand même assez connu, et bien c'est très blitzkrieg dans la construction. Je vais pas chercher à faire un produit parfait, je vais juste axer ça sur une fonctionnalité killer qui va très bien fonctionner, et tout le reste qui est nul. Et je vous parle de start-up depuis le démarrage, mais évidemment tout ça est généralisable. Par exemple, dans les années 70, il y a une grosse bataille dans le secteur de l'automobile. Il y avait d'un côté les marques japonaises, donc Honda et Toyota, et de l'autre tout ce qui était fait à Détroit, donc les Américains, et ce qui a permis aux marques japonaises de l'emporter, et qui a transformé Détroit en ville fantôme, c'est qu'elles étaient capables en moyenne de produire parfaitement un nouveau modèle en 2 ans versus 3 en moyenne à Détroit. Ce qui rend beaucoup plus facile le fait de répondre à une demande consommateur, vous comprenez. En fait, la vitesse permet d'accélérer le rythme d'itération. Une itération, pour l'expliquer simplement, c'est une répétition de quelque chose. Donc il y a version 1, version 2, version 3, version 4, tout ça ce sont vos itérations qui vous permettent d'arriver progressivement un produit qui est de mieux en mieux. Un truc qui est assez peu connu, c'est que les Allemands, avant de faire la guerre à la France et à toute l'Europe, ils s'étaient beaucoup impliqués dans le conflit avec l'Espagne, entre 36 et 39, ce qui leur avait permis d'avoir une première expérience de guerre. C'était leur première itération. Donc c'est la première idée du Blitzkrieg, la vitesse, qui vous permet de jouer sur vos forces. Mais ce qui est aussi très intéressant dans ce genre de conditions-là, c'est que aller très vite, ça va aussi faire des erreurs à l'adversaire. Le meilleur moyen de le comprendre, c'est de comparer un jeu d'échecs entre une partie classique et une partie qui s'appelle Blitz, dans lequel il y a une contrainte de temps. Le champion du monde d'échecs n'est pas toujours le champion du monde de Blitz. Parce que la contrainte de temps qui est amenée par la vitesse, elle va créer du chaos. En fait, en imposant une réaction rapide à l'adversaire, vous le forcez à s'exposer à un beaucoup plus gros risque d'erreur. Ça, c'est beaucoup vu par exemple pendant la conquête d'Uber en Europe. Ce qui leur a permis d'aller très vite, ça a été d'ouvrir des villes avant d'avoir l'accord de la juridiction du pays en question. Donc forcément, ça a créé des tumultes quand tu t'installes comme ça. Notamment chez nos amis les taxis qui de jour en jour voyaient leur business rétrécir drastiquement. Et donc normalement, vous vous en souvenez, sous le coup de la panique, les taxis se sont rassemblés et ont foutu le bordel dans Paris. Et ça a été l'une de leurs pires erreurs, parce que ça a mis les projecteurs sur Uber. Le jour même des manifestations, l'utilisation d'Uber a fait x9. C'est un exemple typique de mauvaise décision prise à cause de la vitesse de conquête de l'adversaire. Alors j'ai aussi été victime de ça, de quelques décisions prises sous le coup de la panique. J'étais en call en visio avec mon associé et on se posait la question générale de quelle était la vitrine de Kudak pour un inconnu sur internet. Donc on tape Kudak avis, on scrolle les pages et on tombe sur un article qui s'appelle La meilleure alternative à Kudak. On clique dessus et on se rend compte qu'il avait été écrit par une agence concurrente, probablement avec ChatGPT. Il y avait une dizaine de paragraphes pour nous démonter, avec toujours la même structure. Kudak c'est de la merde pour ça, agence XYZ,
est meilleur pour telle raison. J'ai pas très bien réagi parce que j'ai été pris de rage. Et surtout qu'en plus je suis allé voir sur LinkedIn et je voyais que c'était une agence qui avait aussi 50 employés, donc à peu près pareil que nous. Donc j'ai eu envie de me défendre de cet affront et donc j'ai fait un grand post LinkedIn en mentionnant bien le nom de l'agence. Regardez ce que font ces gens-là, pratique très basse. Et d'ailleurs je pense toujours à ce que j'ai écrit. La grosse erreur ça a été d'en faire un post LinkedIn. Parce que ce que ça a fait c'est que ça a mis du surligneur sur le nom de leur agence. Je leur ai donné accès d'un coup à toute ma communauté. Et quand je suis allé regarder plus près sur LinkedIn, un détail sur lequel j'étais passé assez vite, je suis allé regarder le profil des 50 personnes qui bossaient dans l'agence. Et il y en avait je pense une bonne quarantaine qui étaient des faux profils. Donc des gens qui avaient été créés pour faire genre qu'il y avait beaucoup d'employés dans la boîte. Donc en gros, ils ont réussi leur coup de pub. Ils ont fait le petit qui a attaqué le moyen. Et j'ai mis la lumière sur eux. Donc c'est aussi pour ça souvent qu'on dit que les startups ne meurent pas à cause de la concurrence. Elles meurent à cause des décisions qu'elles prennent en regardant la concurrence. Ceci est un exemple typique. J'aimais beaucoup ce que disait cet expert dans une vidéo dédiée au Blitzkrieg. You identify the weak point in the enemy's line, break through and cause disruption in the enemy's rear areas, so you defeat them by dislocation, not destruction on the battlefield. Despite their inferior numbers, Blitzkrieg made it possible for Germany to rapidly defeat its foes and achieve victories that were inconceivable just weeks before. Ce qui va multiplier l'efficacité du Blitzkrieg, donc la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est d'avoir un adversaire qui est trop confiant. Donc nous, on se croyait bien intelligent derrière la ligne Maginot. Et ce truc-là est directement applicable à toute démarche entrepreneuriale. C'est un truc qui m'a notamment beaucoup marqué dans le documentaire sur Squeezie, où on voit le traitement qui lui était réservé par les médias classiques, qui n'avaient pas du tout compris sa force médiatique à lui. Résultat maintenant, ils se sont fait Blitzkrieg. Alors tout ça c'est beau, faut aller vite, etc. Blablabla, mais comment on fait ? Et bien là on passe au principe numéro 3 que je vais absolument écorcher, ça s'appelle le Schwerpunkt. Alors ça vient de la théorie militaire derrière le Blitzkrieg. La traduction exacte, c'est accent principal. Mais pour bien le saisir, il faut comprendre que ça fait référence à deux choses. C'est à la fois la vision d'une entreprise ou d'une armée et le point faible de l'adversaire. Donc c'est le point sur lequel on va attaquer l'armée adverse. Le Schwerpunkt de l'invasion de la France, c'était les Ardennes. Si on simplifie, c'est le maître mot de votre stratégie militaire. Le truc le plus proche que j'ai trouvé en startup, c'est la notion de North Star. Ça veut dire étoile du berger, c'est en gros la direction qu'on va suivre. Ce qui est important là-dessus, c'est qu'un Schwerpunkt doit toujours être tourné vers l'extérieur. Par exemple, pour Toyota, la North Star, c'était le temps qui s'écoule entre le moment où le client commande une Toyota et le moment où il la reçoit. Et donc toutes les forces d'une entreprise ou d'une armée étaient concentrées vers cet objectif-là. Donc vous vous demandez peut-être quel est notre North Star chez Kudak. C'est très simple, c'est le nombre de clients qui sont dans une business unit ou plus. Je vous l'ai dit, on est un groupe d'agences. Donc l'indicateur qui me dit si on arrive à délivrer ou pas cette vision, c'est est-ce qu'un client qui est arrivé dans une business unit est assez content du service qu'il reçoit pour accepter la recommandation d'aller vers une autre. Si jamais cette transition se fait pas bien, mon groupe il marche pas. Il y a pas mal d'exemples de plus grosses entreprises, si jamais vous vous posiez la question, qui avaient des North Stars assez clairs, notamment Airbnb, qui était le nombre de nuits qui avait été réservé dans des Airbnb. Pour Uber, c'était le nombre de rides qui avait été réservé. Donc rides, c'est trajet. Pour Quora, vous connaissez peut-être, c'était le nombre de questions qui avaient reçu une réponse. L'intérêt d'avoir une North Star, c'est que ça permet de simplifier les efforts. Quand au quotidien, vous vous demandez si vous devez faire quelque chose, vous dites quel impact ça va avoir sur ma North Star. Plus vous arrivez à être clair sur votre Schwerpunkt, moins vous aurez besoin de faire de stratégie d'entreprise. Idéalement, il faut que cette vision, elle table sur votre force et la faiblesse d'un adversaire pour créer un mismatch entre les deux. Donc c'est comme au basket, s'il y en a parmi vous qui ont pratiqué ce superbe sport, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il y a souvent un grand qui vient faire un écran. L'intérêt de faire des écrans, c'est de faire un changement en défense. Donc on va demander à un très grand de venir faire un écran sur un petit pour que les défenseurs s'inversent. Donc là, on va pouvoir jouer sur l'avantage de l'attaquant, qui est sa vitesse. Un avantage qui aurait été moindre si jamais il avait été défendu par un autre petit, aussi rapide. Il y a un autre exemple historique que vous connaissez peut-être si vous avez déjà vu le film 300, c'est la bataille des Thermopyles, qui en 480 avant Jésus-Christ a opposé l'armée de Xerxès à 300 Spartiates ainsi que quelques troupes grecques. Ce qui leur a permis de résister face à une armée beaucoup plus nombreuse qu'elle, ça a été d'amener la bataille dans un corridor, ce qui a atténué l'asymétrie de troupes. Bon, si vous vous souvenez bien aussi, ils ont fini par être trahis. Il y a un mec qui leur a indiqué qu'en fait ils pouvaient les prendre à revers et donc ils ont fini par se faire tuer, mais ça a permis à la Grèce de gagner du temps et d'organiser sa défense et elle a fini par ne pas tomber. Donc tout ça pour dire qu'il faut aussi choisir le champ de bataille sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors pour prendre la décision de focus sur quelque chose, il faut aussi accepter de renoncer à d'autres. Si jamais tu kiffes cette vidéo, c'est le petit moment où je te rappelle que ça peut être intéressant pour toi et pour moi si tu appuies sur le petit bouton s'abonner ici. Je publie pas mal de vidéos sur le scaling personnel avec plein d'angles différents. J'ai aussi un petit podcast hebdomadaire dans lequel je partage mes apprentissages, il est dans la description, juste là. Le Blitzkrieg malheureusement n'est pas une formule magique. Quand vous choisissez d'aller vite vers un point, vous vous rendez vulnérable sur un autre point, ce qui peut créer aussi de la panique de votre côté. Donc c'est pour ça que ce principe numéro 4 est très important. Et quand je vous dis laisser les feux brûler, ça veut pas dire laisser tous les feux brûler, ça veut dire éteindre juste les plus gros. En gros, toutes les choses que si tu les laisses continuer dans cette direction, ça risque
d'éteindre ta boîte. Toutes les autres choses qui peuvent attendre doivent attendre. Là-dessus, les deux larrons dans le bouquin Blitzscaling, ils disent que la plupart des startups choisissent de laisser partir en couille le service client. Pour nous, c'est un peu plus compliqué sur les agences parce que c'est quand même le cœur du service courant. Ils disent aussi tolerate bad management en disant que la vitesse est plus importante que d'avoir une organisation bien gérée. C'est aussi là où, en tant que boîte bootstrap, donc ça veut dire qu'il n'a pas levé de fonds, vous pouvez choisir où placer le curseur. Parce qu'apprendre à manager, ça ralentit et même de manière générale, la vitesse, c'est un truc qui est assez pressurisant pour les gens. C'est pour ça que chez Kodak, on essaie d'être très clair à l'entrée sur le fait que ça va être intense. Donc nous, le feu qu'on a choisi de laisser brûler assez longtemps, c'était celui de la comptabilité. J'ai mis un peu de temps avant de la faire et je l'ai d'abord délégué à ma mère, c'est pas une blague. Puis après, il y a eu la gestion de trésorerie qui n'a pas été gérée jusqu'à l'arrivée d'Agathe dans l'équipe, notre responsable financière. Et ça s'est joué à 3 mois près avant qu'on fasse faillite, mais ça a tenu. Je vous repasse ce petit extrait qui est parti viral sur mon Instagram d'une conférence que j'ai donnée à l'ESSEC où je parle du BFR. On a failli planter la boîte l'année dernière parce que je suis un entrepreneur de la pratique et pas un entrepreneur de la réflexion. J'avais pas trop écouté en cours de compta, donc on n'a pas fait la compta pendant les 2 premières années. Et à la fin, forcément, ça finit par te rattraper. Et donc on a découvert l'existence du besoin en fonds de roulement. Et ça t'explique comment tu peux planter une boîte rentable. Donc chaque mois, je vais vous prendre un exemple, tu gagnes 100 000 balles, tu payes 50 000 euros tes salariés, il te reste 50 000 euros. Sauf que nous, à partir du moment où on signe un client, on le facture à la fin du mois. Donc le 1er janvier, tu dis j'ai envie de bosser avec Kodak, prends mes campagnes. Le 30 janvier, 31 janvier, je t'émets une facture pour te demander de me payer. Et en France, les factures, tu les payes à 30 jours. Ça fait qu'entre le moment où tu m'as donné le go et le moment où l'argent est sur mon compte, si tu me payes dans les temps, c'est 2 mois. En 2 mois, je dois payer 2 mois de salaire de quelqu'un. Et donc 2 mois de salaire, les 50 000 de marge que tu as récupérés, qui sont du coup sont moins sur les mois d'avant parce que tu as fait de la croissance, peut-être qu'il y a 2 mois, tu as récupéré 20 000 de marge, ou un truc comme ça, 30 000 de marge, tu les as plus. Et donc tu as un moins sur ton compte alors que tu as une boîte rentable. Et donc en mars, on a recruté une personne qui s'appelle Agathe, qui est notre directrice financière. Pour la première fois, elle a fait un business plan. Donc elle a fait des calculs et elle a tiré la ligne comme ça. Et elle a dit, en novembre, il y a du rouge et il y avait marqué faillite. Donc ça pour dire que pour faire du blitzkrieg, il faut devenir à l'aise avec le fait d'avoir des trous dans la raquette. Il faut savoir ce à quoi tu vas dire non. Kipchoge appelle ça la vitamine N. C'est pas un concept révolutionnaire et ça reste plus dans la tête. Il faut connaître les batailles que tu ne vas pas mener. Donc dans le bouquin Blitzscaling, il nous donne une petite priorisation indicative de 6 facteurs. Il nous dit que d'abord le plus important c'est la distribution, ensuite le produit, ensuite le revenue model, donc le modèle de revenu, puis les opérations, puis la compétition, puis what's next, donc la vision pour plus tard. La notion générale de ce principe numéro 4, c'est que pour focus, il faut sacrifier. Maintenant, pour le principe numéro 5, on va voir que c'est pas parce que vous avez choisi un focus qu'il faut ne jamais en changer. Donc pour faire fonctionner un blitzkrieg, il ne faut pas aller vite à l'aveuglette. Il faut avoir cette capacité de réorienter rapidement. Donc là-dessus, je fais un petit aparté, il y a une newsletter que j'ai trouvée absolument incroyable, qui s'appelle The Wheel of Reorientation, par Mark McGrath, putain décidément que des mots compliqués à prononcer, qui est un ancien militaire qui écrit des trucs très intéressants sur la stratégie d'entreprise. Donc dans le bouquin Certain to Win, Boyd insiste sur une notion très importante, ce qu'il appelle la transient, donc en français la transition rapide. La transition, c'est ce qui se passe entre les manœuvres. Bon, c'est simplement un changement de direction. Il explique que la transition idéale qu'il faut viser est un changement brusque, inattendu, saccadé et désorientant qui provoque au moins une hésitation et de préférence un début de panique chez l'autre partie. C'est assez marrant parce qu'on dirait l'explication d'un crossover au basket. Vous savez, c'est ce move où un attaquant fait une hésitation, fait genre qu'il va partir d'un côté et il part de l'autre. C'est la notion de feinte. Plus le changement il est rapide, plus vous avez de chance de laisser le défenseur dans le vent. J'aime aussi beaucoup cet exemple d'Mbappé qui selon moi montre exactement la même idée. Tu es là. Vous profitez du flou, quoi. J'ai déjà mis plusieurs buts comme ça contre le Real aussi. C'est en fait les deux ils se disent vas-y toi, non mais vas-y toi, non mais... Et toi t'y vas. C'est pour ça que je fais 2 passements de jambes. C'est comme une feinte, j'y vais, non j'y vais pas. Pour pas qu'ils sachent à quel moment je vais aller. Souvent ce qui se passe dans l'histoire économique, c'est que quand il y a des changements de paradigme, c'est là où les monopoles d'hier meurent. L'exemple classique c'est Blockbuster qui a mis trop de temps à s'adapter au virage du streaming et s'est donc fait défoncer par Netflix. Donc un bon blitzkrieger est capable d'identifier un changement de paradigme et donc un besoin de changer de direction qui va provoquer de l'hésitation chez les boîtes qui sont installées depuis longtemps. En ce moment, on pourrait prendre pour exemple l'intelligence artificielle. Dans un contexte un petit peu plus commercial, l'exemple qui l'illustre assez bien, c'est l'histoire d'Intel. Donc dans les années 70, Intel, ils ont mis au point la toute première puce mémoire à bas prix, ce qui leur a permis de dominer le marché des mémoires pendant la décennie qui s'en est suivie. Cependant, les entreprises japonaises ont rapidement commencé à rattraper leur retard en rendant les puces mémoire moins chères et plus performantes chaque année. Donc sous la direction d'Andy Grove, Intel a rapidement décidé que le meilleur moyen de survivre, c'était de développer rapidement ses activités dans le domaine des microprocesseurs. Ils ont compris que le domaine des mémoires allait être tiré vers le bas. Et donc cette orientation vers un nouvel environnement a permis à Intel de survivre, mais aussi derrière de prospérer. Donc ce qu'il va falloir chercher pour identifier les changements de direction, c'est une différence entre votre perception du réel et le réel lui-même. Ça a été tout le problème avec le quick commerce qui a mis beaucoup de temps à comprendre qu'il n'y avait pas de business model. En startup, cette faculté à réagir, on appelle ça l'agilité. Un sujet sur lequel on a récemment changé d'avis chez Kodak, c'est la supériorité du contenu sur la prospection. Vous savez, notre levier d'acquisition principal, je le dis tout le temps, mais c'est le contenu qu'on poste sur Internet. Et on sait
autant dit qu'on allait pouvoir construire une boîte uniquement avec ça. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'est pas pour rien si existait depuis très longtemps les deux notions de brand awareness et campagne de conversion. C'est pas parce que les gens te connaissent qu'ils te contactent nécessairement. Donc en gros, on avait étendu la taille du lac, mais il nous manquait des pêcheurs. C'est ce qui nous a permis derrière de construire une équipe sales. Cette réorientation, pour qu'elle soit effectuée de la meilleure façon possible, il faut qu'elle soit déléguée au plus bas niveau de commandement. C'est le principe numéro 6 qui s'appelle fingertips feeling. Alors, je vous épargne la prononciation allemande, mais je vais quand même essayer de la faire. J'ai pas fait allemand. Fingerspitzengefühl. Ça vient du principe que l'idée selon laquelle nous pouvons contrôler les individus en leur disant quoi faire est absolument erronée. À la place, il faut se reposer sur un sentiment d'autonomie, donc d'intuition au toucher, c'est un peu ça que ça veut dire l'idée, ce qui va permettre de déléguer la responsabilité. Donc juste pour justifier le truc que je vous disais avant, j'ai trouvé une petite étude d'un psychologue qui s'appelle Michael Popkin, qui a fondé un programme qui s'appelle Active Parenting et qui parle du paradoxe du contrôle. En gros, il démontre une évidence dont je suis sûr n'importe quel parent s'est rendu compte, c'est plus vous essayez de contrôler un adolescent, moins vous arrivez à le contrôler. La raison, c'est que le contrôle finit par mener à la résistance et donc à la rébellion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai pour tous les êtres humains et pas juste pour les adolescents. Donc c'est pour ça que vous voulez faire descendre la prise de décision le plus bas possible dans l'échelle, en admettant que c'est souvent les gens qui vont se trouver en première ligne qui auront la meilleure intuition sur les choses. Ça, c'est directement applicable à l'expérience que j'ai du management. Faire du top-down, ça marche pas de ouf. Et je vous dis ça en tant que CEO, donc top. C'est très compliqué d'avoir tous les détails sur une situation. Donc pour ça, il faut plutôt déjà accepter de déléguer la responsabilité et ensuite déléguer à des gens qui ont le meilleur jugement possible, des gens auxquels vous ferez confiance. Au point qu'on l'a écrit dans la culture Kodak, c'est notre valeur numéro 3, ça s'appelle Own It. Donc en gros, au lieu de donner des ordres aux gens, donnez-leur un Schwerpunkt. Vous avez kiffé ? On a 2 caméras, faut qu'on les utilise. Donc vous leur donnez un objectif, tu dois défoncer tel bataillon, tu te débrouilles. En allemand, il me semble que la notion qui est la plus proche, c'est celle de Auftrag. Je vais tout écrire à l'écran, au cas où vous n'auriez pas compris mon accent. Qui repose sur la délégation d'autorité aux commandants subalternes, leur donnant la liberté de prendre des décisions sur le terrain en fonction de la situation et de leurs objectifs, plutôt que de suivre des ordres stricts et détaillés. Donc c'est un principe qui forcément encourage l'initiative, la flexibilité et la réactivité. Pas de blitzkrieg sans délégation de la responsabilité. Ce principe ne marche que si les gens auxquels vous déléguez la responsabilité ont un bon jugement, parce qu'on assimile simplement au fait de savoir réfléchir en principe premier. Principe numéro 7, Battle Creativity. Ça repose sur une idée simple, c'est que n'importe quelle nouvelle idée, ou aussi nouvelle qu'elle puisse paraître, n'est jamais qu'une recombinaison d'idées précédentes. Je vous avais parlé dans un épisode de ma newsletter de la notion qui avait été inventée par Nintendo qui s'appelle Lateral Thinking with Withered Technology. C'est en gros le fait de réutiliser une technologie déjà existante avec un usage totalement différent. Par exemple pour la Game Boy, ils ont fait le choix d'aller à contre-courant du marché. Au lieu d'essayer d'avoir un écran à couleur, ils ont plutôt misé sur l'autonomie des batteries. Et ça ils l'ont fait en utilisant la surabondance d'écrans à cristaux liquides et semi-conducteurs qui avait été généré par la guerre entre Sharp et Casio sur le marché des calculatrices électriques. Donc rien à voir. Donc pourquoi je vous parle de ça moi ? C'est parce que penser comme ça, c'est un très bon outil de prise à la décision. C'est exactement le même raisonnement derrière les modèles mentaux, sur lesquels je pourrais aussi certainement vous faire une vidéo. J'ai déjà fait un épisode de podcast qui est accessible toujours dans la description, de toute façon il n'y a pas 1000 endroits. Mais c'est plus important d'avoir des gens qui savent réfléchir que des gens qui ont lu tous les bouquins de stratégie militaire. Parce que quand il va y avoir une situation imprévue, il y a ceux qui vont être capables d'utiliser leur intuition, dont on a parlé avant, là c'est le nom imprononçable que je vais essayer de reprononcer, Fingerspitzengefühl. Et il y a ceux qui vont essayer de se rappeler quel chapitre du bouquin qu'ils avaient lu il y a 5 ans s'applique à cette situation. Bon, inutile de vous expliquer que il y en a qu'un des deux qui va réussir sa bataille. Je vous donne aussi un petit exemple de ce qu'on a fait chez Kodak. On a fait partie des premières entreprises en France à reprendre les principes de la Creator Economy, qui avait eu lieu au démarrage sur l'influence, et de l'appliquer au B2B, sur un fondateur d'entreprise. Donc en gros d'avoir un fondateur d'agence qui a une chaîne YouTube, ce qui est toujours assez rare. 4 ans plus tard quand même. Et donc tout ça permet de développer de la créativité dans la bataille. Donc c'est quand même important de travailler sa faculté de jugement et de faire travailler celle de toute son équipe aussi. L'étape suivante, une fois que vous avez des personnes auxquelles vous pouvez déléguer la responsabilité et qui savent prendre des bonnes décisions, c'est de développer la confiance entre les camarades d'une équipe. Ce que les Allemands appellent Einheit, la confiance mutuelle. Ce qui peut se passer souvent, c'est que la rapidité de la prise de décision peut être grévée par un manque de confiance entre les membres. C'est ce qui est très dur dans une entreprise, c'est de faire en sorte que les gens aient confiance les uns dans les autres. C'est dans ce cadre-là que la culture de boîte prend tout son sens. Quand tu partages un socle de valeurs avec quelqu'un, tu es plus ou moins capable de prédire comment la personne va se comporter. Ce qui donne un terreau fertile à construire une relation de confiance parce que tu partages un objectif. Résultat, tu n'as pas besoin de micro-gérer une personne, tu fais confiance en son jugement. Il y a pas mal de déficits de productivité qui viennent d'un déficit de confiance dans le commandement ou dans les objectifs qu'ils ont donnés. C'est pour ça que c'est une très lourde responsabilité d'être un leader, parce que tu dois non seulement choisir la bonne direction, mais aussi t'assurer que tu as l'approbation de toute l'équipe derrière. Il suffit que tu te gourdes 3 fois et boum, ta légitimité, elle est remise en question. J'aime beaucoup un élément de la culture Amazon qui dit que leaders are right most of the time. Les leaders ont raison la plupart du temps. Ce qui est très con à rappeler, mais ça dit ce que ça dit. Et donc créer la confiance entre les membres, c'est quelque chose sur lequel il y a un facteur temps qui est incompressible. C'est pour ça qu'une culture, ça se construit avec les années. Il suffit pas de faire un petit team building, une soirée et tout est fait. En fait, la meilleure chose à faire partager aux gens de ton équipe, ce sont plutôt des épreuves difficiles. C'est aussi pour ça que moi chez Kodak, j'aime bien être transparent quand il y a des moments durs. Non pas que ça aide l'équipe à mieux le vivre, même si c'est peut-être le cas, mais surtout pour que le jour où ça aille mieux, on se rappelle de ce moment
moment-là où ça a été compliqué, et qu'on se dise ensemble qu'on y a survécu. À ce titre-là, quelque chose que j'ai découvert lors des premiers jours d'HEC, quand on fait un stage militaire à Saint-Cyr-Côte-Quidan, c'est la notion de camaraderie militaire, parce que j'ai personne dans ma famille qui vient de ce milieu-là. Rien qu'en 5 jours de stage, avec le peu d'épreuves physiques qu'on a vécues, tu te dis que si tu partages des choses aussi dures pendant des années avec des gens, la camaraderie que tu développes est quasiment impossible à reproduire dans le milieu civil. Et donc la culture de boîte, ce qui est génial, c'est que non seulement ça rassemble les troupes ensemble, mais quand elle est tellement forte et tellement visible aux yeux des autres, eh bien ça fait peur à l'équipe adverse. Parce que eux, ils la comparent avec leur propre culture, et ça crée le fameux mouvement de panique. Parce que la culture, c'est un truc que tu ne peux pas copier. C'est Herb Keller, le fondateur de Southwest Airlines, qui a été une compagnie aérienne très innovante, qui ont émergé sur pas mal de facteurs tangibles de différenciation, comme par exemple les vols directs par opposition aux vols en étoile, le fait qu'ils utilisent un seul type d'avion pour minimiser les coûts de maintenance. Mais malgré tout, ils disaient que la chose qui était la plus spécifique chez Southwest, c'était la culture, ce qui était extrêmement précieux parce que les concurrents pouvaient pas leur voler. C'est pas quelque chose qui s'achète. Donc la culture des boîtes, c'est pas bullshit, c'est même un des éléments les plus importants de la stratégie Blitzkrieg. Et évidemment, une culture doit être incarnée par son chef, dont le rôle évolue avec le développement de sa boîte. Donc dans Blitzscaling, les auteurs nous font une typologie des entreprises selon leur nombre d'employés. Donc de 1 à 9 employés, on parle d'une famille, dans les dizaines, on parle d'une tribu, dans les centaines, on parle d'un village, dans les milliers, on parle d'une ville, et dans les 10 milliers, on parle d'une nation. Et donc selon l'étape à laquelle vous vous situez de développement de votre entreprise, le rôle du commandant n'est pas le même. Et même plus finement, parfois au sein d'une entreprise, vous pouvez avoir les différentes échelles qui cohabitent. Une nation est constituée de plusieurs villes, une ville est constituée de plusieurs villages, un village est constitué de plusieurs tribus, et une tribu est constituée de plusieurs familles. C'est pour ça que quasiment toutes les armées du monde sont organisées hiérarchiquement en petits groupes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc comme Kodak ne compte que 64 employés, je vais me permettre que de commenter les 2 premières étapes, parce que je n'ai pas vécu les autres. Et donc dans le bouquin, les auteurs expliquent que quand vous êtes à l'étape d'une famille, le travail du fondateur, c'est de tirer lui-même les leviers de l'hypercroissance. Donc pour moi, très simplement, ça a été de driver la boîte avec du personal branding, sur LinkedIn, YouTube, etc. L'étape numéro 2, la tribu. Le fondateur manage les gens qui tire les leviers. Donc c'est là où j'ai commencé à embaucher une DRH, une RAF, mon associé est devenu COO de Kodak, donc ça a été ma première équipe. Et puis les 3 étapes d'après, donc il y a le village, où le fondateur a pour travail de designer l'organisation pour qu'elle continue à grossir. L'étape numéro 4, donc dans les milliers, quand on passe à l'échelle de la ville, là le rôle du fondateur est très stratégique. Notez que ça n'intervient qu'à cette étape-là. Et la toute dernière étape, celle de la nation, c'est là où il faut arrêter de faire du blitzkrieg sur votre produit historique et commencer à faire du blitzkrieg sur des nouveaux produits. Donc si à un moment il faut arrêter de faire le blitzkrieg, c'est parce que ça n'est pas une stratégie invincible. Elle comporte un certain nombre de risques, de limites, et il existe surtout des stratégies pour la combattre. C'est le principe numéro 10, donc comment est-ce qu'on fait pour se défendre quand on se fait attaquer par blitzkrieg ? La première méthode, c'est transformer une guerre rapide en une guerre d'usure. Donc en embourbant le champ de bataille, en faisant en sorte que ça arrête d'aller vite, vous brisez l'un des principes premiers du Blitzkrieg et vous transformez la guerre en une guerre industrielle, donc qui est capable de produire le plus d'armement pour défoncer l'autre. C'est pour ça qu'on parle de complexe militaro-industriel. Ce sont les 2 composantes qui permettent de gagner une guerre. C'est évidemment pour ça que Churchill voulait engager le plus vite possible les Américains dans la guerre. C'est pour faire grossir le stock d'armement des Alliés. Et donc plus la guerre va s'embourber, plus tu vas laisser les feux qui ont commencé à avoir lieu chez l'adversaire qui faisait du Blitzkrieg commencer à embraser tout son territoire. The Allies really, what they want to do is turn it from this fast-moving blitzkrieg war into a war of attrition, a war of production, literally outproducing your enemy. Speed is vital in battle, and therefore equally vital is supply. If there's another M in war, it is mass. The fighting men on land and in the air need masses of everything. So this is why Churchill is extraordinarily keen to bring America into the war as soon as possible, so he can bring in the American military muscle. Bombs, bombs, a multitude of beautiful bombs ready to be delivered just where they hurt most. So if you're fighting a war of production, it doesn't matter if you lose the initial battle, because you know in the end, as long as you can hang in there, in the end you will outproduce the enemy and overpower them just by sheer weight of numbers. Stratégie numéro 2, c'est d'attendre que l'adversaire fasse une erreur. Donc pour ça aide évidemment d'avoir ralenti la vitesse de progression de l'adversaire, mais c'est ce qui s'est passé à Stalingrad. Donc ni Napoléon ni Hitler n'ont réussi à prendre la Russie. Donc il se trouve que les Allemands ont failli à l'un de leurs principes fondamentaux du Blitzkrieg, qui était de concentrer les forces à un endroit. Ils ont voulu attaquer Stalingrad par 3 endroits différents, ce qui les a embourbés dans une bataille qu'ils ont perdue et qui leur a coûté la guerre. C'est évidemment directement transposable aux jeunes entreprises qui meurent bien plus souvent d'erreurs internes que d'une mort infligée par leurs adversaires. Principe numéro 3, il faut continuer à briser les principes fondateurs du Blitzkrieg. Tu éclates la culture de l'adversaire. Donc il y a certaines défaites qui peuvent entraîner des débâcles. Elles peuvent être accentuées par des conditions météorologiques très compliquées, ce qui s'est passé par exemple pendant la campagne napoléonienne en Russie. Ce qui marche aussi très bien, c'est de décrédibiliser le leader, c'est ce qui a contribué à la chute de WeWork notamment, avec la révélation des frasques d'Adam Newman. Parce qu'il faut pas oublier qu'une armée, ça se délite. Et un soldat, dans les mauvaises conditions, peut rapidement devenir un déserteur. Stratégie numéro 4, le contre-blitzkrieg. Donc là, il va falloir utiliser l'un des principes fondateurs du blitzkrieg, c'est la réorientation, contre
la personne qui t'a attaqué avec un blitzkrieg. C'est exactement ce qui s'est passé quand Facebook a défoncé MySpace, puis quand Instagram a menacé Facebook, puis quand TikTok a menacé Instagram. Avec chaque nouvelle vague vient l'opportunité de se faire blitzkrieg ou de blitzkrieg quelqu'un. Donc ça reste une stratégie très efficace mais qui peut pas durer éternellement. Malheureusement, tu ne peux pas sprinter toute ta vie. Donc il faut réfléchir à qu'est-ce que tu fais après. Bon alors ça c'est un très bon passage du bouquin Blitzscaling dans lequel il donne les 9 transitions par lesquelles doivent passer les boîtes qui ont fait du blitzscaling. Je vais vous parler que de celles que j'ai vécues. Il y en a 5, vous pourrez trouver les restes sur internet. Demandez à ChatGPT, il les sort très bien. Transition numéro 1, des petites aux grandes équipes. À mesure qu'une équipe grossit, il y a plusieurs facteurs qui vont devenir compliqués. Le premier, c'est la communication. Alors nous en plus on est une boîte en remote, donc je vous en parle pas. Numéro 2, c'est la prise de décision, parce que il faut avoir les bonnes informations pour prendre la décision. Et numéro 3, c'est l'alignement de tout le monde sur la même mission. Plus il y a de personnes, plus tu risques d'avoir des gens qui sont désengagés. Donc c'est pour ça que la discipline d'organisation des entreprises, c'est pas des bullshit non plus. Une pyramide de responsabilité, c'est ce qui va permettre aux informations de se diffuser. Dans le bouquin Blitzscaling, les deux auteurs, ils expliquent qu'ils ont malheureusement pas vu beaucoup d'organisations horizontales très bien fonctionner. J'ai jamais essayé, donc je pourrais jamais vous donner mon avis. Par contre, si je peux compléter, je trouve que ce qui est intéressant dans ces hiérarchies, c'est que ça marche à condition d'avoir les équipes les plus petites possibles. Donc aujourd'hui, chez Kudak, il y a un directeur général, donc mon associé Paul, qui est COO, 4 team leads, qui ont chacun une équipe de 3 ou 4 consultants. Ça permet d'avoir toujours une personne à responsabilité qui est proche du client. Transition numéro 2, du généraliste au spécialiste. J'aime beaucoup l'analogie avec l'armée qui dit les marines prennent la plage, l'armée prend le pays et la police gouverne le pays. Donc tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin des mêmes personnes selon l'étape de croissance de votre boîte. Ce que recommande le bouquin, c'est jusqu'à 100 personnes d'avoir en majorité des généralistes, parce qu'ils vont mieux s'adapter à l'évolution des besoins de votre boîte. Là-dessus, j'aimerais rajouter une petite précision issue de mon expérience. Si jamais vous cherchez des spécialistes et que vous avez moins de 100 personnes, vous pouvez en prendre, mais privilégiez le contrat prestataire. Prenez une agence. Les en bio. Transition numéro 3, du dialogue à la diffusion. Donc passer une certaine étape, forcément, il est plus possible d'avoir des discussions one-on-one avec tout le monde. Pour pas perdre cet esprit de communication, il faut passer de la discussion que vous pourriez avoir avec les personnes qui vont vous donner des feedbacks intéressants à la diffusion de messages. Donc il faut choisir la bonne échelle, qu'elle soit hebdomadaire, mensuel ou trimestriel, pour vous adresser à votre entreprise et s'assurer que tout le monde soit aligné. Donc nous, tous les trimestres, par exemple, on a un séminaire dans lequel on fait un bilan sur les OKR du trimestre précédent, et j'essaie dans la mesure du possible d'envoyer des petits enregistrements à l'équipe pour les tenir au courant des actus. Transition numéro 4, de l'inspiration aux données. Souvent, les premières fonctionnalités des produits des entreprises sont issues de la bonne intuition d'un fondateur. Mais à mesure qu'une boîte grossit, elle a besoin de plans et d'objectifs pour continuer à se développer. Donc c'est là où l'improvisation devient beaucoup moins utile. Donc il va falloir vous assurer d'avoir un très petit nombre d'indicateurs qui vont indiquer la santé de votre business. Vous pouvez les avoir à chaque échelle de votre boîte pour pouvoir toujours répondre à la question: quelle est la performance de tel élément? Est-ce que ça marche? Donc ça a été un gros travail chez Kudak qu'on a d'ailleurs toujours pas terminé, c'est la construction des dashboards dans lequel on traque pour chacune des business units, donc en gros ça veut dire les postes de revenus, le revenu, la marge sur coût direct, donc le revenu moins le coût des consultants, la marge sur coût indirect, donc ça c'est quand tu rajoutes le salaire de l'équipe finance, l'équipe sales, toutes les équipes support qui contribuent à ramener du client ou à faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler avec les clients. Et ensuite, à la fin, il reste les bids. Transition numéro 5, du fondateur au dirigeant. Progressivement, le fondateur doit être capable de se reculer pour voir où sont les feux dans son entreprise. Donc, il faut faire des allers-retours entre le terrain et l'arrière. Pour ça, dans le bouquin, il nous donne 3 façons très smart de changer d'échelle. La première, c'est la délégation. Donc, ça va consister à donner à des personnes le travail que vous faisiez avant. Ensuite, il y a l'amplification. C'est des personnes qui renforcent ce que vous continuez à faire. Moi, une de mes meilleures décisions entrepreneuriales, ça a été de prendre une assistante personnelle qui m'a permis de me déléguer d'un certain nombre de décisions moins importantes. Et la troisième chose, c'est l'amélioration personnelle. Donc, sur toutes les décisions qui vont rester chez vous, faire en sorte qu'elles soient les meilleures possibles. Donc, pour ça, ça va constituer à discuter avec d'autres personnes intelligentes. Parfois, vous constituez un board, ce qu'on n'a pas chez Kudak d'ailleurs. Et si jamais vous cherchez des apprentissages toutes les semaines, je vous rappelle que mon podcast est construit pour ça. C'est pour le scaling personnel. Donc, voilà pour le principe 11. Je voulais terminer sur 2 remarques. D'abord, je trouve pas que ce soit aussi manichéen entre faire d'abord le blitzkrieg, puis passer en mode gestion. J'ai plus l'impression, à ma maigre échelle de 4 ans de vie de mon entreprise, que c'est un peu toujours des allers-retours entre aller très très vite et temporiser. Ça veut dire que c'est pas parce que votre boîte existe depuis longtemps que vous n'avez pas intérêt à passer en mode blitzkrieg. Ensuite, seconde chose, ma partie préférée de toutes les idées issues de toute cette théorie que je viens de vous présenter, c'est tout ce qui touche au rôle du chef. Évidemment parce que c'est le facteur sur lequel j'ai le plus de prise en tant que chef de mon entreprise, mais c'est aussi parce que je me suis rendu compte que c'était quand même très dépendant du fait qu'un dirigeant ait été capable de construire une aventure entrepreneuriale qui lui convienne. Et sur ça, je trouve que c'est un sujet sur lequel les gens se posent vraiment pas assez de questions, et c'est toujours d'aller dans un chemin qui a déjà été tracé par quelqu'un d'autre. Le but pour moi, c'est plutôt de créer une entreprise avec un A. Dans cette vidéo qui s'affiche juste ici, je te donne 10 principes pour t'aider à construire la tienne. J'espère que ça te plaira. Je te remercie de m'avoir écouté jusque là. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Théo. Tchou!